Modérateur, donc honorable congressiste, nous avons l'immense plaisir et l'honneur donc de vous présenter durant cette session un cours sur la réadaptation cardiaque et l'exercice physique du patient valvulaire. Donc un sujet qui est assez vaste mais qu'on va essayer donc de résumer si possible en 12 minutes. Donc comme mes prédécesseurs l'ont dit, la réadaptation cardiaque, c'est l'ensemble des activités nécessaires pour influencer favorablement le processus évolutif de la maladie, ainsi que pour assurer aux patients la meilleure condition physique, mentale et sociale possible, afin qu'ils puissent retrouver par leurs propres efforts pour reprendre une place aussi normale que possible dans la vie de la communauté. Quant à l'éducation thérapeutique, elle fait partie intégrante donc de ces réadaptations cardiaques et se définit comme étant un processus continu dont le but est d'aider les patients à acquérir ou maintenir donc les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Ces réadaptations cardiovasculaires ont bien sûr des objectifs qui sont d'ordre médical, social, mais également économique. Sur le plan médical, ces réadaptations permettent donc de procurer aux malades une meilleure capacité physique, mais également permet l'amélioration des symptômes. C'est durant ces réadaptations qu'on fait une évaluation des risques cardiovasculaires et qu'on procure aux malades une bonne éducation thérapeutique pour prévenir donc les complications de ces infections cardiovasculaires. Ceci va participer à une réduction marquée de la morbimortalité cardiovasculaire et procure aux malades une meilleure sécurité. Sur le plan social, cette réadaptation va permettre une meilleure réinsertion sociale et va donner donc au malade toute son autonomie. Sur le plan économique, quand on sait que les pathologies cardiovasculaires entraînent donc des hospitalisations récurrentes, la réadaptation cardiaque va participer à la réduction du coût de la santé, donc en limitant ces hospitalisations récurrentes. Il va également participer à l'économie des médicaments et à une meilleure réinsertion professionnelle. Donc le sujet d'aujourd'hui porte sur le réentraînement du sujet valvulaire. Nous n'allons pas s'en rappeler que ces atteintes valvulaires, en tout cas, sont secondaires dans nos contrées au rhumatisme articulaire aigu, donc, et sont une redoutable complication. La fréquence donc, a été évaluée en 2008 avec l'étude Valve Afrique à 12,3%. Notre maître, le professeur Diao, dans son étude, avait trouvé une prévalence de ces valvulopathies à 30%, ce qui en fait donc un problème préoccupant de santé publique, mais également de déperdition scolaire. Et en l'absence de prise en charge, les patients sont exposés à des risques graves pouvant aller jusqu'à la mort. Comme nous l'avons dit tantôt, donc, ces valvulopathies sont secondaires au rhumatisme articulaire aigu. Et donc, comme vous le voyez ici, l'Afrique reste la zone rouge quant à l'existence de ce rhumatisme articulaire aigu. Mais également en Occident, on peut noter donc avec cette étude une prévalence de 2,5% de ces atteintes valvulaires. Seulement, les étiologies ne sont pas les mêmes. Ici, c'est plutôt le rhumatisme articulaire aigu, alors qu'en Occident, c'est l'origine dégénérative. Mais il faut signaler que l'amélioration des techniques et procédures périopératoires ont participé à la réduction de la mortalité hospitalière. Quelle est la place donc de la réadaptation et de l'exercice physique chez le patient valvulaire? Donc sur cette photo, j'ai voulu montrer que la réadaptation est composée de deux parties, essentiellement une partie théorique, l'éducation thérapeutique qui est très importante, mais également le réentraînement et si vous voulez le reconditionnement. Quand est-ce qu'il faudra faire donc les tests fonctionnels chez les valvulaires? C'est en cas donc de discordance entre les signes et les explorations fonctionnelles qui va donc déterminer une discussion autour du délai et de l'indication opératoire chez le valvulaire non opéré. Vous comprendrez que je vais scinder le sujet en deux parties, la réadaptation et l'exercice physique chez le patient non opéré valvulaire et la réadaptation après chirurgie valvulaire. Donc ces explorations fonctionnelles nous permettront d'évaluer la réserve contractile dans le rétrécissement aortique, mais également dans l'insuffisance mitrale et d'évaluer également les pressions artérielles pulmonaires systoliques à l'effort. Le patient valvulaire opéré peut-il faire de l'activité physique, que ce soit un sport de compétition ou bien un sport de loisir? Oui, mais ces patients doivent d'abord faire une épreuve d'effort afin de déterminer la capacité fonctionnelle et la réponse hémodynamique, mais également pour exclure une ischémie myocardique et des arythmies complexes
avant d'avoir une activité sportive d'intensité modérée ou forte. Et donc, on va voir un peu les recommandations de le European Society of Cardiology en fonction donc des différents types de valvulopathie. Pour ce qui est de l'insuffisance aortique, il faudra après donc une épreuve d'effort initiale faire une échographie cardiaque qui va évaluer le diamètre du ventricule gauche, la fraction d'éjection donc du ventricule gauche, mais également la pression artérielle pulmonaire systolique au repos. À partir de ces trois paramètres et de l'exercice donc de l'épreuve d'effort initiale, on saura dire s'il y a indication ou non de pouvoir pratiquer une activité physique. Ainsi, donc, un diamètre du ventricule gauche qui est inférieur à 60 mm, une fraction d'éjection qui est supérieure à 60% et des pressions artérielles pulmonaires systoliques inférieures à 50 mm de mercure, bien sûr dans un contexte d'épreuve d'effort initiale normal, pourrait être considéré comme une indication de pratique de sport, de loisir ou de compétition en cas d'insuffisance aortique sévère. Cependant, dès lors que la fraction d'éjection du ventricule gauche est inférieure à 60%, ceci devient donc une contre-indication. Pour ce qui est donc du rétrécissement aortique, la participation peut être considérée si toutefois la fraction d'éjection est supérieure à 50%. Cependant, elle est contre-indiquée si toutefois nous avons donc une fraction d'éjection qui est inférieure à 50%. Pour l'insuffisance mitrale, donc les mêmes paramètres seront évalués, la fraction d'éjection, le diamètre du ventricule gauche et les pressions artérielles pulmonaires systoliques. Et si toutefois ces conditions sont réunies avec une épreuve d'effort initiale normale, on peut considérer la participation à une activité sportive de loisir ou de compétition. Cependant, dès lors que la fraction d'éjection est inférieure à 60%, ceci n'est plus recommandé. Alors, pour terminer, pour ce qui est du rétrécissement mitral, dès lors que la surface mitrale est inférieure à 1 cm², il n'est pas recommandé la pratique d'une activité sportive, que ce soit un sport de loisir ou bien un sport de compétition. Alors, je mettrai l'accent plutôt sur la réadaptation du patient valvulaire opéré, qui est en effet donc la deuxième indication après la réadaptation des cardiopathies ischémiques. Cependant, donc, il faudra noter qu'il y a peu de données dans la littérature africaine et cette réadaptation donc, est calquée sur celle des porteurs d'insuffisance coronaire. Donc, quelques problèmes qu'il faudra signaler qui sont liés aux opérés, c'est-à-dire la perte de poids, le manque d'appétit, les problèmes de cicatrisation, etc., qui font donc de ces malades des malades vraiment très déconditionnés. Quels sont les objectifs de cette réadaptation? À la phase 1, il s'agit donc de dépister les complications post-opératoires précoces et d'aider à la reprise de l'autonomie. Ce qui va définir de nouvelles missions donc, des centres de réadaptation cardiaque pour améliorer la composante suite de soins dans leur activité en renforçant leurs équipes médicales et infirmières. Parce qu'en effet, 15 à 25% des patients opérés vont présenter une complication post-opératoire. Et plus de 2/3 donc, de ces événements aigus peuvent être gérés par les centres de réadaptation cardiaque. Mais cela nécessite donc une médicalisation accrue des centres et une bonne coordination avec les équipes chirurgicales. Ainsi, le cardiologue réadaptateur devrait être formé au dépistage et à la prise en charge de ces complications post-opératoires et les modalités de reconditionnement à l'effort sont guidées par l'état général du patient, mais par le délai également parcouru entre la date de l'opération et le début des séances. À la phase plus tardive, c'est-à-dire à J15, au-delà de J15 donc post-opératoire, les objectifs sont médicaux mais également des objectifs du patient. Sur le plan médical, l'évaluation du fonctionnement de la valve sera faite ou de la plastie. Et ce sera plus objectif dans la mesure où la situation hémodynamique est plus stabilisée. Donc la récupération de la fonction ventriculaire gauche sera évaluée et l'évaluation des capacités fonctionnelles à l'effort. Pour le patient, il s'agira donc de la récupération de l'autonomie dans la vie quotidienne, mais également de l'évaluation des modalités de la reprise du travail et l'aide psychologique si besoin. Alors, on procédera donc à une évaluation initiale. Et durant cette évaluation initiale, il faudra préciser donc le type de valvulopathie, la durée d'évolution de la maladie, la fraction d'éjection, les habitudes de vie, les suites opératoires. À l'examen clinique, il s'agira donc de préciser le degré de la gêne fonctionnelle, le stade NIA de la dyspnée d'effort, l'état de la cicatrice, l'existence ou non d'une insuffisance cardiaque et des comorbidités. Et sur le plan paraclinique, la télémétrie est indispensable pour les patients donc, qui nécessitent une surveillance au cours de l'exercice physique. L'électrocardiogramme de surface sera systématique également et souvent siège donc de troubles de la repolarisation. Un Holter ECG dans le cadre de l'évaluation du risque rythmique sera fait pour dépister les troubles du rythme paroxystique
Et l'échocardiographie va préciser la fraction d'éjection en post-op et rechercher un épanchement péricardique qui est fréquent. Une biologie sera faite de façon systématique qui va rechercher donc un syndrome inflammatoire biologique non spécifique, une anémie ou bien donc des désordres hydroélectrolytiques. À l'issue de ce bilan initial, un programme personnalisé de réadaptation cardiovasculaire sera défini en tenant compte de ce bilan initial. Le réentraînement. Donc il faudra prendre donc, certaines précautions. Il faudra tenir donc, compte de la sternotomie dont le délai de consultation est de 3 à 4 mois. Durant ce délai, il est contre-indiqué donc, de faire de la réadaptation en milieu aquatique. Donc il faudra également tenir en compte de la fréquence de troubles du rythme si il existe et de l'apparition de signes d'insuffisance cardiaque. À la phase post-opératoire précoce, il est indispensable et nécessaire de faire une kinésithérapie respiratoire. Parce qu'en effet, la thoracotomie entraîne une baisse de la capacité ventilatoire de 15 à 20% et les épanchements pleuraux, les atelectasies et les surinfections bronchiques sont fréquentes. Toujours donc à la phase préopératoire précoce, il faudra faire une mobilisation diaphragmatique, une éducation du synchronisme, les soins du synchronisme respiratoire, des soins antalgiques, une éducation à la toux et la reprise de l'autonomie à la marche. L'exercice physique donc sur les mêmes modalités que le patient coronarien donc sera fait en subopératoire, c'est-à-dire donc au-delà de J15. Après bien sûr une épreuve d'effort initiale, que ça soit couplé ou non à la VO2. L'épreuve d'effort va se faire sur tapis ou bien donc sur bicyclette ergométrique, donc à partir d'une fréquence de réentraînement qui sera calculée selon la formule de Karvonen, ou bien donc calquée donc sur le pic ou le seuil ventilatoire numéro 1. Alors le conditionnement à l'effort, l'adaptation donc de l'intensité sera faite ensuite selon l'échelle de Borg. L'effort donc doit être senti moyennement difficile et la fréquence de réentraînement c'est 3 à 5 séances par semaine de 20 à 30 minutes. Ces séances donc qui seront complétées par de la gymnastique douce et de l'endurance. 3 donc à 5 fois par semaine. Donc on peut voir ici donc sur le schéma là donc cette dame donc dans notre salle de réentraînement à l'hôpital principal de Dakar, comme également sur cette photo, pour dire qu'en fait les modalités peuvent changer. On peut faire de l'entraînement continu ou bien de l'intervalle training. L'un dans l'autre, il faudra faire une phase précoce d'échauffement de 5 minutes environ, donc une phase d'endurance que vous voyez en bleu et une phase de récupération active. Donc dans l'intervalle training, ça c'est laissé à l'appréciation du cardiologue réadaptateur, mais également des préférences du malade. Je rappelle que chez les malades très déconditionnés qui ne peuvent pas tenir un effort continu, il sera préférable de faire l'intervalle training. Et la fréquence de réadaptation sera calculée selon la formule de Karvonen ou bien calculée donc à 90% au pic de VO2, bien sûr si l'épreuve d'effort est calée avec l'étude de la VO2. Qu'en est-il de l'éducation thérapeutique qui est vraiment un volet important et incontournable de ces réadaptations cardiaques? Donc on fait un diagnostic éducatif exhaustif, des ateliers, des entretiens avec une évaluation des connaissances et compétences du patient pour pouvoir donc fixer des objectifs. Aujourd'hui, la relation n'est plus une relation verticale entre le médecin et le patient, c'est plutôt une relation qui est horizontale avec un transfert de compétences. Donc les thèmes qui sont les abordés, c'est plus le traitement avec les antivitamines K, mais également la prévention de l'endocardite infectieuse. Le port de la carte de porteur de valve est obligatoire et la reprise du travail, les taux peuvent varier entre 65 à 81% avec une tendance non significative, donc d'un taux supérieur en cas de réadaptation. Quels sont les résultats? Très rapidement, on peut voir ici que la participation à un programme de réadaptation cardiaque en post-chirurgie valvulaire permet d'améliorer la capacité fonctionnelle, mais réduit également la morbimortalité cardiovasculaire, comme vous pouvez le voir avec cette étude danoise qui a montré toute l'importance de la réadaptation cardiovasculaire. On peut voir ici sur cette étude-là portant sur une plastie mitrale de 251 patients. Quand on compare les résultats à J20 et J41, on peut voir qu'il y a une augmentation de la capacité fonctionnelle, une baisse de la fréquence cardiaque de repos avec des malades qui s'accélèrent mieux à l'effort. Là également, on peut voir sur cette figure qu'il y a une amélioration du pic de VO2, mais également le seuil ventilatoire a augmenté, ce qui veut dire que cette réadaptation est très importante en post-chirurgie valvulaire. Donc sur cette diapositive, nous pouvons voir également après une chirurgie aortique que la réadaptation a participé à une baisse des pressions de remplissage, mais également à une régression de l'hypertrophie ventriculaire gauche. Je rappelle qu'également nous avons eu à faire une étude publiée dans le World Journal Cardiovascular
d'ISIS à Dakar, il était question, cette étude a montré toute l'importance de la réadaptation quant au contrôle des facteurs cardiovasculaires que j'ai eu à présenter hier. En conclusion, monsieur le modérateur, il n'y a pas de recommandation précise pour le rentraînement du patient valvulaire. Les protocoles sont variables. L'éducation thérapeutique est importante et indispensable dans ce contexte. Cependant, nous rappelons les nouvelles missions des centres de réadaptation cardiaque qui est d'améliorer la composante suite de soins dans leur activité en renforçant les équipes médicales et infirmières. Je vous remercie.